Bien, bonjour à toutes et à tous. On a un petit peu d'avance. Est-ce que vous m'entendez? On va commencer par les détails techniques purement pragmatiques. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Loïc. On t'entend bien. Super. Ah bon, c'est déjà au moins ça de gagner. Vincent va pas Bonjour. tarder à Ok. arriver. Bonjour. Jean-Claude, ok, je t'entends très bien. Bon, parfait. Jean-Claude, tu as été invité? Mon Dieu. Ah Faut oui. que je fasse attention à ce que je dise alors. Mais on sera tous, on est tous sur l'attention, surtout en début d'après-midi. Ah oui, parfait. Je pense qu'on a tous à apprendre de chacun et vice-versa. Alors, je crois que l'heure officielle, c'est 14h00. On voit que j'habite à côté de la Suisse, hein, puisqu'il est 14h00. Hop, c'est parti, question 3. Alors, on va peut-être attendre les autres tranquillement. Je vais peut-être attendre Vincent, parce qu'en plus, c'est lui qui est censé démarrer. Donc, et puis, je crois qu'il y a quelqu'un de la Ménum aussi qui va arriver, mais je ne sais pas qui. Je vous avoue, je n'ai pas tout suivi. Là, tranquillement. Super, je vois que le chat fonctionne aussi, donc c'est parfait. Donc on est... Bonjour Claire, oui, effectivement. Pas de souci. Bonjour Valentin aussi, bonjour Sylvain. Moi, je fais ça bien. Je vais essayer. Alors, ce qui m'ennuie, c'est qu'a priori, pour l'instant, je suis tout seul à présenter. Et aussi que... Oh, oui, oui. Très bien. Bonjour à tous. Ah, bonjour, bonjour. Alors, j'ai entendu une voix, hein, je ne suis pas suffisamment expert pour avoir reconnaître la voix, mais bonjour, évidemment. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Loïc, c'est Ondine de la Medlum. Ah, Ondine, eh ben, j'étais en train de me demander qui de la Ménum serait là, justement. J'avais bien vu que c'était toi qui m'avais adressé le message, mais je ne savais pas si c'était toi qui serais là pour représenter la Ménum ou quelqu'un d'autre. Ou quelqu'un d'autre, pardon. Eh bien, me voilà. Avec plaisir, évidemment. Et bonjour à tous. Excusez-moi de ce petit retard. On a le plaisir aujourd'hui d'organiser ce webinaire avec Loïc sur la création de parcours usagers. Et bon, moi, je ne suis pas experte du sujet, donc je vais plutôt laisser tout de suite la main à Loïc et aux autres intervenants que tu as ramenés avec toi. Ouais, enfin, c'est surtout Vincent qui est censé démarrer. Donc, du coup, Vincent Bernard, qui, pour rien vous cacher, est en plein parcours usager entre New York et Singapour, entre Metz et Nantes, en fait. Je crois qu'il est quelque part en balade. Je vais voir s'il est dispo, parce que je l'ai eu il y a 5 minutes au téléphone, justement, pour
faut qu'on se cale. Comme c'est lui qui est censé introduire, je vois s'il est là. Sinon, eh ben, je démarre à sa place. Je vais en profiter pour me présenter et pour présenter Vincent avant qu'il arrive. Donc, je vais commencer par moi parce que moi, au moins, je sais ce que je fais. Donc, moi, je suis Loïc Gervais. Je suis aujourd'hui ici en tant que consultant indépendant, évidemment, et formateur médiateur numérique aussi. Je fais aussi partie de celles et ceux qui ont la chance de faire jury pour les conseillers numériques. Voilà, donc Vincent Bernard, lui, a des problèmes avec le code secret et l'identifiant pour se connecter, c'est génial, j'adore. Comme quoi, on peut être médiateur numérique depuis longtemps et buter sur des détails purement pragmatiques. Donc, Je lui envoie son lien. ouais, je te remercie. Donc Vincent Bernard, lui aussi, est indépendant. Il était anciennement travaillé en tant que salarié associé à Bornibus, qui a mis la clé sous la porte il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est en train d'arriver sur Nantes. Quand je vous dis qu'il est en train d'arriver, c'est que là, il est vraiment physiquement sur la route, entre Metz et Nantes. Donc il va nous rejoindre quelque part au milieu de tout ça. Avec nous, on aura aussi, je crois, Emmanuel et Paul comme conseillers numériques qui viendront nous apporter leur regard sur la ressource que nous avons créée avec Vincent. Voilà. Amandine, je te laisse gérer Vincent en double appel, parce que je vais avoir du mal à gérer les deux en même temps. C'est pas Amandine, Ondine, pardon, excuse-moi. Plus je fourche. Pas de problème, je lui ai envoyé. Normalement, il devrait arriver dans pas longtemps. Voilà, ok. Donc, la ressource, je vais commencer, si vous ne l'avez pas encore, par vous partager le lien sur lequel vous allez pouvoir la trouver. Enfin, vous pouvez déjà la trouver depuis un petit moment sur la base. Voilà. Non. Sur la base du message conversation. Voilà, ça peut être ça. Sur les bases d'intérêt général, la base évidemment qui a été faite par l'ANCT, c'était l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, pour la petite histoire, donc elle a été publiée, vous voyez, récemment, puisque c'était au début du mois de novembre, mais entre le moment où on a commencé à travailler dessus et on a commencé à travailler dessus, il y a un petit peu plus d'un an en arrière, parce que je crois qu'on a commencé à travailler dessus en octobre 2023, donc pour que ça soit publié du coup en novembre 2024. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, finalement, on ne changerait pas grand-chose. C'est ce qu'on s'est dit avec Vincent, parce que du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, c'est quand même dans l'absolu quelque chose d'assez complexe, cette question de parcours usager. On a essayé de faire une ressource qui se voulait atemporelle, entre guillemets, en se focalisant sur deux ou trois questions qui nous paraissaient essentielles. C'était celle de l'orientation de l'usager. Le parcours d'usager, qui dit parcours dit plusieurs étapes. Et à partir du moment où l'usager vient vous voir, il y a déjà une étape, c'est son étape de départ qui peut être de chez lui jusqu'à arriver jusqu'à chez vous. Quelle que soit la structure dans laquelle vous vous officiez, quel que soit, j'ai envie de dire, le paramètre de cette structure dans laquelle vous agissez. Et son parcours ne s'arrête pas nécessairement ici. C'est-à-dire qu'il peut prendre d'autres formes. Et c'est bien ce qu'on a essayé de faire, c'est bien de prendre en considération l'ensemble de ce parcours de A à Z. Vous savez peut-être que dans les espaces France Service, vous avez des questions de satisfaction de l'usager par rapport à la manière dont sa demande a été traitée dans la France Service. Sauf que la question, elle ne concerne que l'aspect de la France Service. Par exemple, si vous allez dans une France Service pour avoir
une carte d'identité, la question qu'on va vous poser, c'est est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont vous avez été accueilli et accompagné dans la France Service. Pour autant, au moment où vous ressortez de la France Service, vous n'avez toujours pas votre carte d'identité. C'est pas magique, évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça, tout le monde le comprend. Et le parcours, il s'agit bien de déterminer quel est le point de départ. J'ai besoin de refaire ma carte d'identité. Quel est le point d'arrivée? Là, en l'occurrence, je la récupère. Et donc, toutes les étapes qui sont liées, ce qui implique éventuellement plusieurs interlocuteurs qui ne sont pas toujours tous numériques au passage. Parce que typiquement, si je reprends celui de la carte d'identité, vous finissez par le récupérer dans une mairie, en l'occurrence. Donc ça, c'est du coup, c'est cette première question qui nous a amené ici, c'est comment, du coup, l'usager est orienté vers vous et comment vous, potentiellement, dans l'hypothèse où vous ne pourriez pas traiter l'entièreté de la question, comment vous allez rediriger vers d'autres acteurs. Alors, on a mis du service public, il faut le prendre au sens large. Ça peut être évidemment aussi le secteur privé. Quand je parle de secteur privé, je pense en particulier au secteur associatif. Parce que voilà, c'est pas nécessairement du secteur privé marchand, entendons-nous bien aussi, mais ça peut, évidemment. Et pour ça, avant que je vous présente du coup les points clés, ce que je vous propose, c'est d'avoir finalement un peu le regard donc on s'est penché sur la manière dont ça avait été abordé d'un point de vue, j'ai envie de dire, académique, avec Vincent. On a croisé les travaux d'autres chercheurs. Nous ne sommes pas chercheurs nous-mêmes. Nous avons croisé les travaux de chercheurs, pardon, et notamment les travaux de Pierre Mazet, que vous connaissez peut-être puisqu'il travaille dans l'Observatoire de non-recours au droit. On a beaucoup échangé avec lui en particulier. Et il nous a semblé intéressant de croiser ce regard-ci, que je qualifierais d'académique, sans mépris aucun évidemment, avec un regard beaucoup plus terre-à-terre, celui d'acteur de terrain. Et pour ça, je vais laisser la parole tout de suite soit à Paul, soit à Emmanuel. Je crois que les deux sont en ligne. Peut-être, alors je vois Paul, Emmanuel, est-ce que vous m'entendez? Ou l'un ou l'autre? Oui. Normalement, vous devriez pouvoir ouvrir vos micros. Oui, ça va être plus pratique, oui, si vous ouvrez. Oui. Je me suis dit, je ne vais quand même pas dire ça des médiateurs numériques, d'ouvrir le micro. Si? Vous êtes timide? Paul, non. Emmanuel? Non plus. Pourtant, je les vois en ligne. Hein. En tout cas, j'ai vu Paul et j'ai vu qu'Emmanuel m'avait salué. Paul, je te vois en ligne, mais visiblement, oui, t'arrives pas à parler? Enfin, t'arrives pas à parler. T'arrives pas à en faire en sorte qu'on t'entende, pour être plus précis. C'est que t'arrives très bien à en parler, mais on ne t'entend pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et Emmanuel, est-ce que par hasard, t'es par où, Emmanuel? Est-ce que Emmanuel, toi, on va t'entendre? Emmanuel, t'es même plus en ligne, je te vois plus. Eh ben, dis donc, c'est formidable. Si, Emmanuel a l'air d'être là, juste son micro n'est pas ouvert. Voilà. Et c'est moi qui active les micros ou c'est toi qui active Non, les micros? normalement, c'est eux qui doivent pouvoir activer le micro. Je ne peux pas leur activer d'office. D'accord. Est-ce que l'un des deux? Non, toujours pas. Alors, Paul, tu y es 2 fois, en fait. Ah non, il y a plusieurs Paul. Non, il y a bien 2 Paul il y a bien 2 Paul Stodanovic, moi, que j'ai d'affiché. Ça, c'est rigolo, quoi. Ok. Non, toujours pas. Alors, Bon. moi, ça fonctionne. Ah, là, c'est bon. Oui, Formidable. j'ai dû redémarrer Teams, mais ça fonctionne. Ah, bah voilà, oui, c'est ça que de faire confiance au propriétaire. Merci pour. Voilà. Donc, c'est Paul ou c'est Emmanuel du coup, C'est je ne vois Emmanuel. plus. Emmanuel, pardon, excuse-moi. Ok, Emmanuel, la question que
que je voulais te poser à toi et à Paul. Alors, si Paul arrive à activer son micro, finalement, comment toi, ça se passe dans tes structures? Parce que je sais que, et en tout cas, tu as témoigné pour 2 structures Mhm. dans le guide, ce concept, je veux dire ça comme ça, de parcours usager. Alors oui, j'ai d'abord travaillé dans un PIMS. Alors, donc les PIMS, c'est une association qui existe maintenant au niveau national, qui a un peu plus d'une vingtaine d'années. Dans les PIMS, en général, on était déjà bien identifié par les publics et par les partenaires. Donc on Juste avait, préciser ce que veut dire l'acronyme de PIMS pour tout le monde, pour que c'est tout le alors, monde l'ait bien entendu. point information, médiation, et le deuxième M, je me rappelle plus. Il faudrait que je me replonge là-dedans. Donc ça a été créé il y a une vingtaine d'années par un certain nombre de grandes entreprises qui se rendaient compte qu'elles avaient du mal à entrer en contact avec leur public, et donc ont participé à la fondation d'une association qui se nomme PIMS, qui accompagne sur les démarches administratives de façon générale, qui est labellisé France Service aussi. Donc dans les PIMS, on avait un accueil où les personnes arrivent avec une liste d'attente, et ensuite c'était réparti sur les médiateurs qui étaient disponibles en médiation. Donc c'est une structure qui est quand même bien identifiée des publics parce que ça fait longtemps qu'elles existent. Sur la métropole de Lyon où je travaille, il y a 7 PIMS différents. Donc cette structure-là, on faisait de la médiation sociale quasiment toute la journée. Donc mon travail en tant que conseiller numérique, c'était beaucoup de faire de la médiation sociale sur ce temps-là. Aujourd'hui, je suis dans un centre social, donc c'est plus réduit. J'ai une journée, en l'occurrence aujourd'hui, où je fais de la médiation sociale. Là, par contre, voilà, c'est un peu le même principe. J'ai un accueil qui va prendre les demandes des personnes, et puis ensuite, on va organiser ensemble les rendez-vous de façon à ce que je puisse y répondre. Le travail dans ces deux situations-là, c'est que souvent les personnes ou viennent parce qu'elles connaissent déjà, ou viennent parce qu'elles sont redirigées vers nous. Et dans les deux cas, je me suis rendu compte que quelque chose qui était assez fondamental, c'était que les accueils, aussi bien des structures qui nous redirigent les personnes que nos structures à nous, aient une bonne connaissance de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas. Ne serait-ce que parce que parfois, voilà, j'ai des partenaires qui m'ont redirigé du public sur des demandes qu'on ne faisait pas nécessairement. Du coup, les personnes se retrouvaient à nouveau à devoir être redirigées à un autre endroit. Donc voilà, c'est vraiment ce travail au niveau des accueils qui, pour moi, dans tous les accueils en fait, pas seulement ceux dans lesquels j'interviens, mais tous les accueils avec lesquels on va pouvoir travailler, donc ceux des partenaires, ceux de la mairie, ceux d'autres associations sur le territoire, qu'elles aient bien identifié qui fait quoi, euh, qui peut accompagner sur quoi, et éventuellement, comment te dire, est-ce qu'elles ont, si elles n'ont pas la réponse, comment est-ce qu'elles peuvent la trouver? Donc, que ces accueils-là aient les moyens de nous contacter ou de prendre au moins le contact de la personne pour pouvoir la rediriger ensuite. Parce que cette première redirection, elle va peut-être déterminer le parcours usager ensuite, qui sera plus efficace, qui permettra d'avoir un petit peu plus de confiance de la part de la personne. Parce que quelqu'un qui a été baladé d'une structure à une autre, pour établir de la confiance, ça va être un petit peu plus difficile. Donc il y a vraiment ce travail-là en amont. Et une fois que moi j'ai l'usager en face de moi, je vais essayer de me débrouiller pour être la dernière étape, euh, autant que possible. C'est généralement le cas. Il arrive toujours des petites situations où ça n'est pas complètement possible, mais voilà, de ne pas rediriger encore à nouveau la personne,
Donc ça veut dire parfois pousser un petit peu le cadre dans lequel on est censé travailler. Mais voilà, il faut que la personne puisse déjà avoir une interface humaine, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui soit capable de détecter son besoin, parce qu'elle va pas l'exprimer immédiatement. Elle va pas nécessairement, comment dire, avoir le courage de dire mon problème c'est ça. Mais elle va l'évoquer, elle va dire bah, je viens pour une démarche, mais au détour de la conversation, elle te lâche. Donc le problème c'est que je peux pas recevoir de courrier, je dors dans ma voiture depuis 6 mois. Donc quand la personne n'arrive pas à lâcher cette information-là, ou quand elle te demande par exemple de lui lire un courrier parce qu'elle ne le comprend pas, il faut arriver à détecter est-ce que c'est un problème de lecture du français, est-ce que c'est un problème tout simplement de lecture, est-ce que c'est un problème de je veux pas prendre la responsabilité de prendre le jugement de ce qu'il y a dans le courrier. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on va poser la question, comment est-ce qu'on va les amener à nous dire quel est le problème. Et parfois, il y a pas de difficulté. Elles nous disent, je suis venu pour ça. Comme tu le disais, une demande de carte d'identité, c'est quelque chose de simple. Mais j'ai eu assez régulièrement des demandes qui étaient, voilà, où on me lâchait l'information au bout de 5-10 minutes. Et du coup, si un accueil arrive parfois à détecter qu'il y a déjà ces difficultés-là aussi, ben, quand la personne va me transmettre l'information sur je vous envoie cette personne parce que je sais déjà un petit peu plus vite où je vais, et à partir du moment où je sais déjà un peu plus vite où je vais pouvoir accompagner mieux la personne. Voilà, bah, merci, Emmanuel, pardon. Tu viens d'aborder quelques points très importants, effectivement, d'ailleurs, qu'on a repris dans la, dans la ressource. J'en profite, hein, faites comme Maxime, n'hésitez pas à poser vos questions dans le parcours usager. J'y répondrai soit au fil de l'eau, soit à la fin. Peut-être que Vincent y répondra s'il arrive à se connecter d'ici là. Sinon, ça sera l'Arlésienne Et- tout le long de la présentation. Vincent là est connecté. Oh, bah bravo, Oui, merci Vincent. Bonjour. j'aurais eu besoin d'un Euh, médiateur numérique, mais je suis là. Très bien. Donc, tu l'as très bien dit, Emmanuel. Et pour situer ça, nous, on a déterminé plusieurs étapes qui nous semblaient particulièrement importantes. Déjà, c'était de bien définir ce qu'on faisait nous-mêmes et de fixer les limites à ce qu'on faisait nous-mêmes. C'est-à-dire que si il ne s'agit pas nécessairement de poser les limites par rapport au contexte, mais bien par rapport à un élément contractuel qu'on appelle en général un contrat de travail, donc qui vous dit ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire. Donc vous êtes déjà de fait limité dans vos actions. Posez bien les limites de ce que vous faites et communiquez le plus clairement possible du monde là-dessus. Quand vous dites que vous faites de l'accompagnement à la rédaction de CV, il faut qu'on comprenne quelle est la nature de cet accompagnement. Est-ce que vous donnez du conseil sur l'art et la manière de créer un CV, ce qui est le travail normalement de France Travail pour le coup, ou est-ce que vous vous arrêtez uniquement, et c'est pas évidemment un jugement de valeur là-dedans, à la partie mise en forme. Soyez vraiment précis sur ce que vous faites et les limites que vous faites. Après, peut-être que sur le territoire, mais ça c'est la deuxième étape, il n'y aura personne pour donner du conseil, de l'expertise en tant que tel, et en disant tu devrais mettre plutôt telle compétence en avant ou plutôt que celle-ci. Mais pour l'instant, c'est pas cette étape-ci. Et pareil, le deuxième point, aller à la chasse de ce que font les autres et comment ils le font. C'est une chose que de savoir que la médiathèque propose un accès à Internet, et c'est une bonne chose. La médiathèque est à côté de chez moi, elle le fait, mais elle le fait. C'est réservé 30 minutes uniquement si vous êtes abonné. Le prix de l'abonnement est de 23 €. Il faut fournir un justificatif de domicile et vous n'avez pas accès à Facebook une fois que vous avez fait tout ça. Donc, questionnez vraiment sur, pareil, hein, vos interlocuteurs. Il ne s'agit pas de juger ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas.
quand vous avez une agence France Travail, ne propose des accès qu'au portail de France Travail, ce n'est pas un problème en tant que tel. Mais pareil, allez bien chercher l'information la plus précise possible sur finalement les limites d'intervention, soit de la structure, soit de la personne, quand il y en a une, qui sera là. Ensuite, tu as posé la question du cadre, de pousser le cadre d'intervention professionnelle. En tant que professionnel, moi, je mets toujours un bémol là-dessus. Agissez toujours dans le cadre de votre contrat de travail. Si ce que vous devez faire doit dépasser votre cadre de contrat de travail, on dépasse un peu le contexte de la ressource, mais c'est plus qu'utile par ailleurs. Eh bien, référez-vous à votre supérieur hiérarchique, à votre élu, enfin, en tout cas, à la personne qui est censée décider de votre champ d'intervention pour savoir si, à un minimum, vous avez son accord pour aller plus loin. Ça, l'idée, c'est non seulement de vous protéger, vous, en tant que salarié contractuel, agent, même bénévole d'ailleurs, au passage de la structure dans laquelle vous intervenez, mais aussi c'est pour protéger la personne avec laquelle vous accomplissez un accompagnement. Il se peut que vous donniez des conseils qui dépassent votre champ de compétences et que vous donniez des mauvais conseils, façon de parler, c'est-à-dire à votre corps défendant, sans le savoir. Mais au moins, comme ça, vous vous protégez un minimum. C'est super important. Ton micro n'est plus reconnu par ton ordinateur, Paul. C'est pas très grave. Écoute, on fera sans ton micro. Encore un Vincent. médiateur j'ai dit encore un médiateur numérique qui a besoin d'un médiateur numérique. Oui, voilà. Voilà. Donc on était sur la première partie, comme peut-être tu l'as constaté, de bien définir finalement l'offre qu'on déployait et de communiquer le plus clairement du monde. C'est vrai que l'enjeu, c'est vraiment d'envoyer, enfin en tout cas, c'est vraiment de faire la relation entre le point A et le point B, quel que soit le point A et quel que soit le point B. Et ce que mettait Pierre Mazet en évidence dans son observatoire du non-recours, c'est qu'entre le point A et le point B, il pouvait y avoir 30% d'abandon. Voilà, donc 30% d'abandon, tout le défi finalement auquel on pourrait avoir la prétention de répondre avec ces histoires de parcours, c'est comment on fait pour réduire ce taux d'abandon. Malheureusement, c'est très difficilement mesurable en tant que tel, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir mettre derrière quelque chose qui va nous permettre de mesurer si de 30% on est passé à 29 ou à 25, quelque chose derrière. Mais voilà, c'est vraiment la qualité de l'information que vous donnez concernant votre champ d'intervention et la qualité d'information que vous prenez de la part des autres structures pour savoir à quel moment vous allez pouvoir éventuellement déclencher leur offre de service est particulièrement pertinente. Bon, pour ça, on vous a recommandé de référencer votre offre sur Dora, qui est la plateforme du gouvernement qui recense l'ensemble de l'offre d'insertion sociale. Vous allez retrouver non seulement les conseils numériques dessus, mais vous allez trouver par exemple les services sociaux du département. Vous pouvez trouver typiquement, si je reprends l'exemple que vient de dire Emmanuel, toutes les structures qui font de l'hébergement d'urgence ou qui font de la distribution alimentaire d'urgence vers lesquelles potentiellement vous pouvez orienter. Et ce n'est pas parce que vous allez dire à l'usager, tiens, il y a telle structure qui fait ça, qui va y aller. Et là, c'est tout le défi de la deuxième partie. Alors oui, je parlais de Dora parce que c'est une plateforme du gouvernement. Merci François hein, pour votre précision sur le guide. Effectivement, il existe d'autres outils qui permettent de référencer ou d'avoir accès à l'offre locale. Moi, je parlais de la plateforme. Je parlais évidemment de la plateforme de l'État en l'occurrence. Et après, je laisse tout à chacun aller sur des outils privés s'il le souhaite. Il n'y a pas de souci en tant que tel. Je sais que Soliguide, typiquement, n'est pas nécessairement référencé sur toute la France et même sur certains départements, pas sur toute l'entièreté du département. Ça peut être que sur certaines grandes villes. Enfin voilà, vous avez plein de guides comme ça qui sont faits.
L'ambition de Dora, pour faire leur pub quelque part, c'est bien de référencer partout sur l'ensemble des territoires avec l'ensemble des offres. Voilà. Mais bon, bref, je suis pas là pour faire la pub de Dora. Vous les appellerez éventuellement. En tout cas, c'est bien d'avoir ce type d'informations qualifiées. Vincent, donc là, on Ouais, bah, a. c'est vrai que là, moi, je peux rebondir un peu vite fait. Nous, c'était de la création du guide. C'était finalement la grosse difficulté qu'on a rencontrée, en fait, de trouver le compromis minimal entre tous les territoires, sachant que tous les territoires ont des organisations différentes, des structures différentes et aussi des stratégies différentes. Il est très difficile d'uniformiser une méthode. Et du coup, voilà, là, nous, on donne une ligne directrice et un grand canevas. Mais bien sûr, sur les territoires, en tant que vigie, vous avez forcément des granularités beaucoup plus fines que ce que nous, on peut avoir, parce que ce n'était pas possible de recenser tous les territoires et toutes les initiatives. Donc ça, ça, c'est le premier point sur lequel on a insisté, c'était de définir ça. J'ai abordé la question de la matrice, c'est-à-dire celle de bien définir très exactement ce que fait l'un et jusqu'où il le fait, quelles sont les conditions dans lesquelles ils ont fait. J'ai vraiment volontairement pris l'abonnement de la médiathèque qui est à côté de chez moi, mais en plus, elle est vraiment à côté de chez moi. Elle fonctionne vraiment comme ça. Il est à peu près certain que vous ayez que vous ayez à proximité des lieux qui fonctionnent comme ça. L'idée, c'est toujours d'être sûr finalement de l'information qu'on donne, et tant qu'à faire, de la donner de la meilleure façon possible. Et comment on va pouvoir aller vers les structures, parce que l'idée, c'est pas de balancer un usager de la structure A qui est la nôtre vers une structure B sans avoir créé un peu le lien. Ça suppose à un moment donné que les professionnels se rencontrent, échangent et évidemment se mettre d'accord sur la manière qu'ils vont communiquer ensemble d'un point de vue professionnel quand ils vont avoir des suivis d'usagers potentiels à faire. Effectivement, c'est d'où l'importance du diagnostic de ces territoires en plus de la veille. Le diagnostic du territoire, on parle souvent, je crois que ça a été évoqué, de la ressource des besoins exprimés, et Emmanuel l'a bien dit, mais assez rarement des besoins perçus par le professionnel. Vous aurez assez rarement dans votre structure, en tout cas, moi j'ai travaillé une quinzaine d'années en structure, je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a demandé d'être ne serait-ce que sensibilisé aux enjeux de l'open data, ou si je devais le faire plus d'actualité avec des questions brutes de décoffrage, c'est quoi l'intelligence artificielle ou des choses comme ça. Ça, ce sont des questions qui ne sont pas nécessairement formulées, ça ne veut pas dire que le besoin n'existe pas. Et là où il y a besoin, la réponse n'est pas nécessairement médiation numérique non plus. Je ne sais pas si Vincent, tu veux rebondir sur ce certain. En tout cas, n'est pas nécessairement du périmètre de la médiation numérique en tant que tel. Ah bah ça, pour moi, c'est aussi tout ça, c'est vrai, hein, pour l'avoir fait pendant des années, tout est la géométrie variable, et que les demandes sont effectivement, comme dit Loïc, bien souvent déguisées, les besoins sont là. Et nous, nos modalités pour y répondre sont un peu compliquées. Une personne qui a des questions sur l'IA, on peut essayer de mettre un atelier, c'est pas dit que ça va faire venir du monde. Donc, voilà, c'est toute la complexité et de savoir finalement jongler avec ses partenaires et finalement co-construire les choses. Moi, je trouve que c'est dommage que Paul n'a pas de micro, parce que dans l'interview qu'on a fait tous les deux, il raconte très bien, par exemple, le cas classique, la petite association de quartier qui récupère un financement pour faire de l'aide financière ou de l'aide au budget. Voilà, c'est un exemple. Mais du coup, combien de temps elle va le faire? Comment va-t-elle le faire? Les personnes sont-elles formées? Et quand on voit un peu toute la difficulté qu'on peut avoir à qualifier les problématiques métiers, où on parle beaucoup dans le numérique de formation, dans le cadre de l'EDET, etc.
de voir systématiquement des nouveaux arrivés sur le terrain de l'inclusion numérique qui vont de toute la bonne volonté qu'ils peuvent avoir, mais introduisent d'autres méthodes, en tout cas pas les mêmes méthodes que nous, et bien souvent prennent plus de risques en termes de, notamment de faire à la place d'eux et toutes les responsabilités que ça implique. Ouais, c'est cette nécessité d'avoir un spectre du schéma global ou de la matrice, comme l'appelle Loïc, typique à jour. Alors, je vois que Jean-Claude nous indique donc, que dans le département de l'Aude, la collègue fait des rencontres de territoire 2 fois par an. Alors ça peut faire grand-messe comme ça, mais n'hésitez pas vraiment à aller, même si vous savez ce que fait votre structure, à aller les voir déjà, ne serait-ce que pour les soutenir, j'ai envie de dire, entre guillemets «psychologiquement», façon de parler, de montrer que vous vous intéressez, à ce qu'ils font. Quand moi, la médiathèque de mon quartier fait un truc sur le numérique, même si je suis pas spécialement, la cible et que je suis pas nécessairement, dans des heures de boulot, je passe faire un tour, dire bonjour. Je m'intéresse un peu à ce qu'ils font, savoir comment ça s'est, fonctionné. C'est aussi ça, hein, c'est des choses aussi bêtes que ça, que pour entretenir les liens. Et quelque chose qui est assez formidable dans le fait d'entretenir les liens, c'est tout ce qui va être de la documentation physique. En fait, on se rend compte que finalement, il y a énormément de problématiques. Une encore qui a été assez récemment, c'est l'accompagnement typiquement des commerçants sur la digitalisation. J'entends ça encore, ça fait au moins 10 ans que j'entends cette problématique qui est mise chaque année. Et je suis assez surpris que on n'arrive pas d'une manière collective en tant que médiateur numérique à, j'ai envie de dire, à quasiment proposer une offre clé en main là-dessus avec les chambres de commerce et d'industrie ou ce type de document qui soit pérenne dans le temps. Parce qu'il y a bien eu effectivement des choses qui ont été faites, mais qui ont été faites, qui ont disparu, qui ont été refaites ailleurs, qui ont disparu ailleurs. Et pourtant, la problématique, elle est toujours là. Donc, vous voyez bien, hein, c'est pas parce qu'il y a le besoin que nécessairement la médiation numérique va y répondre, surtout que vous le savez encore plus que moi, puisque moi je ne suis plus vraiment en première ligne depuis un petit moment. On arrête souvent le champ de la médiation numérique au champ de l'accompagnement aux démarches administratives, et que d'ailleurs, si vous avez un peu regardé les justifications qui étaient faites sur les enveloppes budgétaires prévues à la baisse, c'était bah, de toute façon, il y a des conseillers en France Service qui savent accompagner aux aides administratives. Ça ne sert à rien qu'on finance des conseillers numériques pour que les gens comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Je vous fais une caricature de l'exposé des motifs qui a été faite, mais globalement c'était à peu près ça dans le texte. Donc, il y a vraiment un enjeu à avoir des liens réguliers avec les autres structures, de manière formelle, évidemment, de manière informelle, si c'est possible, pour savoir comment on peut éventuellement faire appel aux services d'une structure. Et là, pareil, l'idéal, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. Et Maxime, j'ai pas oublié votre question, hein, sur rendez-vous et d'insertion, mais je me la garde pour plus tard. C'est que l'usager n'ait pas à répéter 36 fois la même chose. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager. Et donc, du coup, c'est comment finalement on va transmettre suffisamment d'informations à la structure B pour que l'usager n'ait pas finalement à tout reformuler. Et cette question est d'autant plus complexe qu'il faut qu'elle se fasse dans le respect du règlement général de la protection des données. C'est c'est une évidence. J'avoue qu'on a eu un petit peu de difficulté pour proposer cette fiche navette qui est alors qui est perfectible, évidemment, mais qui, comme vous voyez,
comme vous l'avez peut-être constaté, est assez simpliste dans sa façon de présenter les choses. C'est-à-dire qu'on reste ultra synthétique. On ne présente pas la situation sociale de la personne. On donne juste finalement son point de départ. Et je crois que dans l'exemple qu'on avait donné, on avait indiqué finalement quelles étaient les pièces justificatives qu'il avait, celles qui pouvaient être manquantes, et si oui ou non il avait besoin d'avoir une aide via Aidant Connect. En gros, globalement, ça répondait à la question de si oui ou non il pouvait être autonome dans sa manipulation des outils informatiques. Aller plus loin que ça nous a semblé contraire, en tout cas ne respectant pas nécessairement le droit à la vie privée de l'usager. C'est assez compliqué en fait à gérer. C'est vraiment des choses sur lesquelles moi je me suis penché encore plus spécifiquement. Mais typiquement, si vous envoyez dans une France Service, les France Service font de l'accueil anonyme. Donc à partir de là, vous pouvez même pas mettre le nom de la personne. Alors évidemment, ils vont bien se rendre compte si c'est un homme ou si c'est une femme, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, comme ils ne font pas d'accueil nominatif, vous ne pouvez pas leur dire je vous envoie Monsieur Gervais, parce que typiquement, quand ils vont m'accueillir, ils ne vont pas me demander mon nom. Ils vont me demander si je dois faire évidemment une formalité administrative, mais c'est pas une donnée qu'ils vont récolter d'ailleurs dans leurs données. Donc à partir de là, il faut respecter évidemment le cadre d'intervention de la structure. L'idée globalement, c'est ce qui va vous permettre, nous, on va penser à cet outil-là, c'est peut-être ce qui pouvait aussi permettre de voir un peu quel était le taux de perte. Je vous ai dit, hein, entre la structure A et structure B, potentiellement 30% de perte. Quel pouvait être le taux de perte entre la structure A et la structure B, et éventuellement de vous pencher sur la question du pourquoi. Il y a quelqu'un qui tout à l'heure parlait du focus sur le territoire. Là aussi, je vous invite à faire les démarches entre guillemets en vrai. C'est-à-dire en vous mettant, en vous positionnant à la place de l'usager. Moi, j'ai eu à le faire en étant entre guillemets soi-disant au RSA. En étant soi-disant au RSA, j'ai pas payé 2 € pour un bus parce que je me suis dit 2 € c'est trop par rapport à mon RSA. Donc j'ai fait toutes les démarches à pied, comme si j'étais allocataire du RSA. Quand j'ai fait 8 kilomètres dans la ville dans une journée pour m'entendre dire c'est pas ici, c'est ailleurs, ben, j'ai compris pourquoi il y avait certaines personnes qui pouvaient abandonner en cours de route. Parce qu'il faut quand même être ultra motivé pour faire ce genre de démarche. Le parcours usager, c'est vraiment d'essayer de le vivre, entre guillemets, d'une manière la plus sensible possible. Hein, on ne demande pas d'être à la rue non plus complètement, mais en tout cas, d'essayer de l'expérimenter physiquement pour voir ce que ça donne concrètement sur votre territoire. Quand vous dites vous allez de ma structure à la structure B, comment on y va concrètement? Combien de temps ça prend? Quels sont les moyens de transport disponibles? Est-ce que c'est juste le trottoir d'en face, comme c'était le cas justement au centre social en face de la structure de Vincent précédemment, ou est-ce qu'il faut traverser toute la ville, faire 8 kilomètres à pied pour vous entendre dire non, mais le conseil numérique ne passe que le mardi après-midi, c'est dommage, on est jeudi. Ouais, voilà. C'est vraiment, mettez-vous là-dessus, ce qui vous permet potentiellement euh, de vous faire des petits mémentos en disant, ben voilà, même de les distribuer directement à l'usager. Allez-y, il est là tous les jeudis après-midi, vous prenez le 4 ou je ne sais comment, enfin bon, bref, tel bus, ou c'est à 5 minutes à pied, voilà le parcours, etc. etc. Plus vous faciliterez cet enchaînement, moins, en tout cas on l'espère, il y aura d'abandon en cours de route. Je crois que Vincent, lui, a perdu le réseau. Voilà, vraiment sur les deux axes essentiels sur lesquels on voulait particulièrement insister dans cette petite ressource. On l'a illustré avec des cas d'usage. On aurait pu illustrer encore bien plus longtemps là-dessus.
Et ce que je vous propose maintenant, c'est du coup de prendre vos connaissances, vos questions, éventuellement vos commentaires. Je regarde ce que nous écrit Bruno dans la manche au passage. Hop. Ouais, effectivement, le maillage EPCI, de mon point de vue, est le maillage le plus pertinent. Et effectivement, les questions d'interconnaissance, on les retrouve sans grande surprise dans beaucoup de feuilles de route France Numérique Ensemble. Si je vous dis sans grande surprise, c'est parce qu'on retrouvait déjà ces thématiques il y a 20 ans en arrière, quand j'ai commencé dans la médiation numérique. C'était déjà la question de l'interconnaissance des acteurs qui étaient là. J'espère que dans 20 ans, quand j'aurai pris ma retraite, on aura au moins réglé ce problème. Ça pourrait être sympa. Voilà. Et le problème, c'est que les acteurs changent beaucoup. Ouais, des associations qui travaillent en face de chez nous ne traversent pas la rue, mais oui, tout à fait, mais oui, mais vous pouvez traverser la rue. Enfin, la rue, elle se traverse des deux côtés, en fait, hein. C'est le fameux pourquoi tu m'appelles pas, mais oui, mais moi aussi, je peux t'appeler. Ouais, je vous dis ça, Paul, ça se trouve, vous le faites très bien, il n'y a pas de souci, mais ça marche dans les deux sens, hein, la structuration bicanale. Alors, j'avais noté la question de Maxime sur rendez-vous aide insertion. Alors, donc je vais prendre rendez-vous aide insertion. Donc c'est un outil de prise de rendez-vous en ligne. Donc on va commencer comme ça. Donc ça suppose évidemment que la personne ait suffisamment de compétences pour prendre rendez-vous en ligne, déjà, en tant que tel. Ensuite, je vous invite, Maxime, à prendre connaissance des travaux de Clara Deville, non, pour les prescripteurs. D'accord, pardon. En tout cas, je vous invite quand même à prendre connaissance des travaux de Clara Deville, justement, sur les prises de rendez-vous par téléphone et compagnie, qui en fait, ou prise de rendez-vous en ligne, ça revient à peu près au même, euh, qui en fait déjà demande une culture administrative particulière, pour le dire assez simplement, qui n'est pas nécessairement celle qui est partagée par les publics les plus en difficulté. Et plus particulièrement, puisque c'est là-dessus qu'elle a fait porter ses travaux, Clara, sur les publics qui sont en, en zone rurale. Pour le dire assez simplement, si vous mettez un outil de rendez-vous en ligne, ça va vous simplifier la tâche à vous, en tant que gestionnaire, ça, il n'y a pas de souci, mais ça va déjà écarter de fait une partie de la population qui ne serait pas, qui serait venue si vous ne parliez sans rendez-vous du tout. D'ailleurs, quelle que soit la modalité de rendez-vous, c'est complètement différent de dire que typiquement, de redonner rendez-vous pour la prochaine fois. Je parle vraiment du premier rendez-vous, de la première prise de contact, hein. Si vous dites, bah, écoutez, là, j'ai besoin de plus de temps pour pouvoir répondre à votre demande, il faut que vous passiez jeudi prochain, on n'est plus du tout dans le même registre. Mais je parle vraiment de la première prise de contact. Tout ce qui est rendez-vous, quelle que soit la modalité de prise de rendez-vous, finalement, va écarter pas mal de bénéficiaires potentiels. Et alors, pour les prescripteurs, du coup, ça ne fonctionne pas pour tous les prescripteurs. Enfin, tous les prescripteurs ne sont pas éligibles, pareil, à rendez-vous aide numérique. Donc, on en revient à ce que disait Vincent tout à l'heure. Quand on a choisi de parler de certaines... Je vous assure que non, Maxime. Quand on a choisi de porter certains outils, et c'est le cas de Dora, on s'est dit, est-ce que n'importe qui, sous n'importe quelle condition, peut effectivement se servir de cet outil? La réponse, elle est oui. Sur rendez-vous insertion, rendez-vous aide numérique, je vais y arriver, pardon, parce qu'il y en a tellement, vous n'avez pas nécessairement toutes les choses. Moi, je sais que par exemple, mes assistantes sociales ne peuvent pas se servir de rendez-vous aide numérique. Par contre, elles peuvent se servir de rendez-vous insertion. Mais voilà. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas que des conseillers numériques qui renvoient à penser, ou que dans les prescripteurs, vous avez aussi des assistantes sociales, des éducateurs spécialisés, vous avez le bénévole des Restos du Cœur potentiellement. Il y a du mieux? Vous avez
Vous avez l'agent de l'Office public des HLM, mais il y a Non, pas vraiment du tout. beaucoup de monde. Ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui souhaite parler. Qui était en train d'intervenir oralement? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, on t'entend très bien. Je ne Oui, sais pas qui ça parle, y est, mais on t'entend très c'est bien. Paul. Ah, Paul! On a Ça y retrouvé est, Paul. voilà, j'ai réussi à régler mon micro. Désolé, je suis Il n'y a vraiment pas de désolé. souci. Non, mais tout va bien. Tout va bien. Il nous reste une dizaine de minutes, donc si tu veux apporter quelques mots supplémentaires, tu es le bienvenu, évidemment. En 10 minutes, je parle en général beaucoup, ça va être très court, mais je rejoins complètement, tout ce que vous dites et ce qui a été dit tout à l'heure aussi sur, le travail, bicanal, à l'EVER et même parfois, quand on travaille avec les partenaires, si on les emmène pas, si on va pas les chercher pour les amener avec nous, bah, en fait, on a, énormément de pertes. Sur beaucoup d'ateliers que les usagers nous ont demandé, on s'est retrouvé, avec, 2 personnes sur 10 alors que, on avait, oui, 10 personnes et ils sont littéralement de l'autre côté de la rue. Ils nous connaissent, les travailleurs, sociaux qui étaient avec eux nous connaissent et et on a le problème aussi pour toucher les habitants du quartier où, à au conseil, de copropriété la semaine dernière, on a appris qu'en fait, tous nous connaissent et il y en a que quelques-uns, qui viennent. Il y a en fait la peur de sauter le pas, de passer la porte et parfois d'être accompagné. C'est ultra important, d'où la question comme vous disiez, du, de d'aller vers, travailler avec son territoire. Ah, je vais jouer aux anciens combattants, mais en même temps, c'est un peu ce que je suis. Quand la médiation numérique a commencé dans les années 2001, c'était du côté de Grigny, et du coup, les collègues de Grigny allaient au domicile, faisaient des interventions au domicile. Ils se mettaient en bas de la tour des quartiers populaires et ils allaient à domicile justement pour essayer de lutter contre tous ces a priori culturels qui consistent à dire que si on va au centre social, je vous fais la version courte, c'est qu'on est un cas social et que du coup, on est déjà plus bon à grand chose. Jean-Claude, je n'ai pas du tout compris ton intervention sur le parcours usager, interroge également l'organisation des entités. Donc, si tu veux bien développer oralement, s'il te plaît, je t'en remercie. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau du parcours usager, lorsqu'on met en place un parcours usager, forcément, ça va interroger les organisations. Si on veut, je dirais que ça soit simple pour l'usager, on renvoie la complexité de ce parcours usager vers les entités, les organisations. C'est ce que je voulais dire. Si on veut mettre en place rendez-vous social ou tous les rendez-vous en ligne, lorsque ça fonctionne, ça conduit à remettre à plat l'organisation des entités. C'est-à-dire, ça sert à rien de mettre en place des outils si on n'a pas interrogé l'organisation en amont. Parce que si l'organisation n'est pas prête, c'est pas la peine de greffer un outil qui ne servira pas, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, merci de ton invention, hein, de ton intervention, hein, de tout à fait. Bah, tu travailles dans un département, donc avec un champ de compétences déterminé. Dans les parcours usagers, il y aura nécessairement des collectivités, des mairies, des intercos qui chacune ont leurs compétences et chacune leur indépendance. Et effectivement, le plus difficile là-dedans, c'est de faire prendre la mayonnaise. Globalement, c'est un peu, en tout cas, comme ça que j'ai compris que ça pouvait être la mission des coordinateurs de conseillers numériques, en particulier là ou de personnes comme toi qui qui assurent cette coordination à l'échelle départementale. Mais ça suppose aussi de savoir s'effacer derrière telle ou telle structure parce qu'elle est plus pertinente, parce que c'est son champ d'action premier, de travailler en bonne intelligence et en bonne complémentarité. Et ça, évidemment, c'est un vœu pieux que nous ne pouvons que formuler. Ça dépend énormément, évidemment, des politiques en place, mais en général, quand c'est basé sur le besoin des usagers, ça fonctionne assez bien. Quelque chose qu'on n'a pas assez, peut-être pas assez mis
en lumière, c'est que quand on va faire cette matrice, on va bien voir quels sont les besoins couverts, mais on va aussi voir ceux qui ne sont pas couverts du tout. Et du coup, dans ceux qui ne sont pas couverts du tout, à un moment donné, il va falloir se poser la question de savoir si, d'une manière empirique, il faut les couvrir, et si oui, qui comment, c'est-à-dire quelle structure, comment, avec quel partenariat. Et c'est cette question-là qu'il faut effectivement se poser à l'échelle locale. Pourquoi à l'échelle locale? Parce que c'est quand même plus simple de travailler à l'échelle locale qu'à l'échelle départementale pour répondre à ce type de questions très pragmatiques, même si ça n'empêche pas des accords cadres départementaux, une feuille de route départementale qui va cadrer tout ça, évidemment, qui pourrait être la feuille France Numérique Ensemble. Et bon, voilà, je fais un petit parallèle. Je À, regarde à un ti- peu. Oui, à titre d'exemple, la feuille de route du 54 a été co-construite avec les acteurs de terrain, avec les acteurs de la médiation numérique, avec le tiers-lieu et avec les médiateurs. On, on a travaillé ensemble sur le sujet, mais comme le disait Jean-Claude, en fait, ça nécessite comment ça s'appelle, de se mettre d'accord, de se coordonner, et ça nécessite pour ça, bah, de se rencontrer et de se mettre d'accord sur comment on fait. Quand on fait de l'accès à la démarche, par exemple, sur les sites de la préfecture, je suis pas qualifié pour savoir quelle personne a le droit à quoi, et finalement, c'est pas mon travail. Donc il y a une association qui fait ça, et donc on les redirige. Eux, ils nous donnent une petite fiche, et en fait, comme ça, on travaille ensemble. On a délimité nos champs chacun, et on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec la mairie, avec les acteurs, mais c'est un travail très, très long, et voilà. Pour le parcours usager, c'est très, très compliqué, c'est beaucoup d'efforts. effectivement. Et il y a Valentin qui pose la question de savoir s'il y a des exemples d'organisations intercommunales, pardon, excusez-moi, ou départementales qui ont réussi à créer des parcours usagers cohérents et fonctionnels. J'en ai pas en tête là tout de suite, mais il y en a nécessairement. D'abord, il y en a nécessairement qui sont même ici à l'écran et parfois sur des exemples très précis. Dans la ressource, on a pris l'exemple d'un demandeur d'emploi. Ça, c'est un exemple de coopération qui peut fonctionner. La question de la cohérence, elle est difficile parce qu'elle aborde un autre aspect, c'est-à-dire c'est de définir ce qui pourrait être cohérent ou pas. Et si vous cherchez à savoir ce qui est cohérent, euh, on est déjà dans une logique de jugement de choix politique, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que fonctionnel, ça on peut le faire, cohérent, finalement c'est à la libre appréciation de chacune et de chacun. Est-ce qu'il est cohérent que j'aille à la France Service pour faire ma demande de carte d'identité et que je la récupère à la mairie? Je ne sais pas, c'est deux lieux différents. Est-ce qu'il ne serait pas plus cohérent que je la fasse à un endroit et que je la récupère au même endroit? C'est une question de point de vue et d'arbitrage. C'est très difficile cette question de la cohérence. Par contre, la question de la fonctionnalité, celle-là est éminemment importante. L'idée, toujours vraiment l'idée même, c'est comment on va faciliter finalement l'ensemble des parcours, c'est-à-dire les faire les plus fluides possibles. Alors, pour les faire les plus fluides, il faut, j'ai envie de dire, d'une manière assez pragmatique, compter le nombre d'étapes qu'il y a. Vous prenez n'importe quelle demande et vous en prenez une dans l'absolu et vous comptez le nombre d'étapes qu'il y a. Si je reprends cet exemple de la carte d'identité, c'est je fais ma demande, je vais à tel endroit, je prends le bus, je fais ceci, je fais cela. Je peux arriver à 12, 13, 14 étapes différentes avant que de récupérer
ma carte d'identité. Et si vous voulez que ça soit fonctionnel, votre objectif doit être de passer de 14, chiffre complètement théorique que je vous donne là au passage, à moins que 14. C'est ça qui fera que ça soit fonctionnel. Mais à un moment donné, vous aurez, entre guillemets, des étapes dites incompressibles. Quel pourrait être le minimum possible. Et c'est là où vous intervenez en termes de solution. Plutôt que de l'envoyer à la structure B, est-ce que la structure B peut pas venir dans mon local pour faire son intervention? C'est une solution possible qui peut être beaucoup plus cohérente et fonctionnelle. Ça se fait malheureusement, j'ai envie de dire, à la lumière de votre territoire. Je n'ai pas de réponse toute faite à vous proposer là-dessus, Valentin. J'en suis désolé. J'aimerais, hein. Je les donnerais comme ça gratuitement. Et on aurait résolu peut-être pas mal de choses. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de temps. On dîne, je crois qu'on avait 1 heure en tout, hein, ou je ne sais pas du tout. Moi, c'est ce que j'ai compté en tout cas de mon côté. Je te laisse. En tout cas, s'il y a d'autres Oui. questions, je vous en prie, ou des remarques, hein, d'ailleurs, au passage, je prends aussi. C'était ça exactement. Après, si en effet il y a quelques dernières petites questions, on peut les prendre, si vous avez encore un petit peu de temps. Alors, j'espère qu'effectivement que dans le document, il y a des méthodes de travail pour définir ce parcours, parce que alors, sinon, ça veut dire qu'on a raté le document. En tout cas, on vous a proposé une trame réflexive, pour être précis. Mais, donc en définissant très clairement votre offre, en allant au plus près de savoir ce que faisaient les autres partenaires de votre territoire et dans quelles conditions. Je reprends l'exemple de la médiathèque de tout à l'heure, pour savoir exactement comment ça fonctionnait, de pouvoir vous poser un ensemble de tout ce qui est proposé et virgule de ce qui n'est pas proposé, virgule, de ce qui pourrait être proposé par rapport aux besoins qui sont dans votre territoire. Tout dépend de là où vous habitez, hein, c'est toujours pareil. Et après, le maître mot, c'est comment on passe de 15 étapes à moins de 15, quoi, pour le dire assez simplement. Et comment surtout on s'assure qu'il arrive à faire les 15 étapes, parce que s'il s'arrête à l'étape 3 et qu'il abandonne, ben, voilà, c'est pas bon. Voilà, Valentin. En tout cas, vous avez le lien de la ressource. Je ne crois pas qu'il y ait nos coordonnées sur choses comme ça. Normalement, on n'est pas super difficile à trouver sur les réseaux sociaux professionnels. Et, voilà. Et si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez déjà les poser sur la base, donc sur la base de la NCT, et éventuellement pouvoir nous contacter pour avoir des renseignements complémentaires par ailleurs. Je vais parler au nom de Vincent qui se fera un plaisir de vous répondre. Voilà, je lui donne la patate chaude pour répondre aux questions. La charge de revanche. Et nous, on peut faire relais aussi si jamais vous avez des questions. On peut aussi être relais et transmettre vos questions à Loïc et Vincent. Ouais, du tout, peut-être pour finir, vu que j'étais un peu silencieux. Toujours bien aussi réfléchissez de la place de laquelle vous travaillez, la place de laquelle vous parlez. J'ai un peu l'impression de d'avoir bombardé ce parcours usager. En fait, on se rend bien compte, hein, que ça implique, vous, en tant que conseiller numérique, ça implique votre hiérarchie, votre direction. Loïc a parlé du RGPD. On se doute bien que vous n'avez pas la main là-dessus. Du coup, vraiment, cette question de parcours usager invite vraiment à apprendre à jouer tous les types. Je suis pas sûr qu'on sache encore tout à fait bien le faire tous partout. Euh, et du coup, le biais que nous on essaie de corriger, c'était celui d'arrêter de penser en dispositif et de tricoter finalement à l'envers en partant de l'usager pour construire le modèle qui lui correspond le mieux. Voilà. Mais surtout, ne vous fustigez pas à dire oh là là, bon sang, la tâche que j'ai à réaliser. C'est pas le travail d'une personne. C'est vraiment un travail collectif et c'est vraiment un travail territorial. Et nous, on essaie de proposer une petite méthode simple qui j'espère va être acquis, transformée, améliorée. C'est l'objectif.
Alors, en tout cas, on vous remercie de votre participation. On a les noms de ceux qui ont participé. On vous retrouvera peut-être dans un jury REMN. Du coup, on fera une interrogation surprise pour savoir si vous avez bien suivi. C'est une blague, évidemment. Et on vous souhaite une belle après-midi. On vous dit à bientôt dans tous les cas. Merci à la MENUM aussi de nous avoir facilité le travail à ce point. Merci à vous, c'était passionnant. Et merci à tous pour votre présence. À très bientôt. Et puis, on vous partagera le replay de cette visio. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne Au journée revoir à tous. Au revoir.